Donc, bonjour Éric Russon. Bonjour. Vous êtes indissociable de Arte et de l'émission 50 degrés Nord, que vous présentez depuis très longtemps. C'est depuis 2006. Voilà, donc ça fait une belle prochaine C'est la année. 8e saison. On termine la 8e saison. Là. Ouais. Vous y interrogez des gens de tous bords. Mm-hmm. Et maintenant, vous passez de l'autre côté de la barrière. Ah. Avec un roman, Ouais. un gros roman, une sorte de thriller, qui raconte quoi exactement? Ah, alors c'est un peu difficile à résumer. Moi j'ai l'habitude de résumer ce livre en disant que c'est un western moderne, politico-médiatique. C'est-à-dire qu'il y a une émission de télé qui va déraper et qui va impliquer un président, tout son entourage, donc les conseillers, etc., puis une ex-épouse, qui va impliquer aussi des gens de la télévision, mais qui va aussi impliquer des monsieur et madame tout le monde, mais qui sont, qui étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc il y a une caméra woman, il y a un spectateur, un téléspectateur, qui va un peu enclencher ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'en quelques heures, en 8-9 heures, ça se passe le temps d'une nuit entre le moment du prime et puis le lendemain matin, il y a une quinzaine de vies qui vont basculer pour le meilleur ou pour le pire. Déjà, pourquoi ce titre, Crispation? Alors, c'était pas le titre initial. Quand j'ai présenté le manuscrit à Éric Lamirois, ça s'appelait La Crampe. J'explique en 2 mots, c'est parce qu'il y a un couple, un jeune couple, qui malheureusement connaît une tétanie. C'est-à-dire que ils font l'amour et ils vont rester coincés. D'où la crampe. D'où aussi le fait que la crampe, c'est ce que vont ressentir pas mal de personnages, des crampes un peu douloureuses et parfois fatales. Mais Barbara Abel, qui a signé la préface du livre, m'a dit, bon, allez, la crampe c'est pas mal, mais imagine un petit peu les titres dans la presse, si tu as la chance d'avoir de la presse. C'est La crampe d'Éric Russon, ça le fait un peu moyen. Et donc, avec Éric, on a commencé à chercher. Et je me suis dit, tiens, je ferais bien comme les auteurs suédois, le vieil homme qui ne voulait plus fêter son anniversaire, la jeune fille qui jouait avec les allumettes, des titres à rallonge comme ça. Je me suis dit, tiens, la jeune fille qui aimait bien regarder la télévision, puis il y en a eu beaucoup comme ça. Puis je me suis dit, non, je vais essayer quand même de ramasser le titre. Et j'ai proposé Crispation, parce que j'ai été voir dans un truc de synonyme, je me suis dit, crampe, crispation, bah oui. Et Éric m'a dit parfait, parce que j'ai cherché. Vous savez que tous les titres sont déposés normalement, enfin il y a des domaines, etc. Et il a dit j'ai pas trouvé. Et il n'y a personne qui a encore. Ah, on vole un livre. Sautez-lui dessus. Un deuxième. Éric, plaque-le au sol. Et donc Éric m'a dit mais c'est bien parce que ça n'a jamais été utilisé par personne ce titre-là. Et donc voilà, on s'est arrêté sur ce. Et c'est vrai que ça résume bien l'état général que la plupart des personnages vont connaître sur ces 8-9 heures d'aventure. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre, vous qui étiez de l'autre côté? Mais ça fait plus ou moins 20 ans que j'écris. C'est le premier publié, mais ça fait 20 ans, c'est un peu la face cachée de l'iceberg, quoi. La télé, c'est ce qu'il y a au-dessus. Et puis en dessous, il y a plein de choses. Bon, voilà, j'ai une vie de famille, voilà. Et il y avait l'écriture. Maintenant, l'écriture commence à être un tout petit peu au-dessus du niveau de l'eau, puisque voilà, il y a un bouquin qui sort et que ça commence à se savoir. Mais ça fait une vingtaine d'années que j'écris. J'ai écrit 2 pièces de théâtre qui se sont jouées. La première, il y a à peu près 19-20 ans. La deuxième, c'était il y a 2-3 ans. Elle s'est arrêtée il y a quelques mois, après quelques reprises. Voilà, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit un roman, puis j'en ai commencé un autre, puis il y en a un troisième qui est presque achevé. Mais ce qui est difficile, c'est pas d'écrire. Si, c'est compliqué d'écrire. Je dis une connerie. C'est compliqué d'écrire, c'est trop difficile. C'est trop compliqué. Mais le plus compliqué, c'est de publier. La première fois, en tout cas. C'est de se dire, on va trouver... Moi, je me vends très très mal. Je peux pas aller voir des gens... voilà, regarde ça, c'est un manuscrit magnifique, j'espère que tu vas le publier. J'arrive pas à faire ça. Donc c'est plutôt les gens qui viennent vers moi. Et c'est via Carlos, que je remercie encore, qui était invité dans mon émission et qui me dit, tu sais, Éric Lamirois... Et il se fait que dans cette session d'enregistrement-là, j'avais le livre de Carlos et j'avais le livre de Laurent Riepi, je crois, sur Bowie.
Et il me dit, voilà, Éric Lamirois cherche des manuscrits. Est-ce que tu as un manuscrit? Je dis oui, j'en ai un achevé, qui a tourné un petit peu à Paris, mais voilà, sans résultat. Il me dit, ben voilà, contacte-le. Donc j'ai un peu réfléchi. Et puis je me suis dit, bon, ben, on y va, tant pis, on ferme les yeux, on se jette dans le vide. On espère que l'élastique va tenir. Et puis ça, voilà, ça a tenu. Éric m'a dit oui très rapidement. C'était au mois de novembre, fin novembre. Il m'a dit on le sort pour la foire du livre, c'est-à-dire en février. Et depuis, c'est vrai que je suis, comme tu le dis, un peu de l'autre côté. Mais l'écriture, non, l'écriture, ça fait ouais, 15-20 ans. 15-20 ans, et donc c'est la publication qui est compliquée. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, commencer un roman ou le terminer? Généralement, je sais comment. Alors, j'aime bien commencer un roman par une situation complètement invraisemblable. Un truc qui n'arrive pas. Si c'est pour raconter des trucs qui arrivent tous les jours, ça ne m'intéresse pas. Donc, le point de départ, le premier domino qui va entraîner les autres, généralement, c'est un truc complètement, ou bien qui n'existe pas, ou bien complètement invraisemblable. C'est vrai que dans celui-ci, la probabilité que ce qui se passe, que ce que je raconte puisse se dérouler dans la vie, elle est nulle, quoi. Ou alors, c'est une chance sur un million. À partir du moment où le lecteur accepte la convention que je lui propose, c'est-à-dire de croire en ce que je raconte, tout le reste devient logique. Donc c'est le début donc c'est la première situation qu'il faut un peu creuser, qu'il faut vraiment bétonner. Et après, ben, c'est une logique. Alors j'écris pas avec un plan, donc ben, les dominos tombent, puis à un moment donné, boum, il n'y en a plus après, zut. Alors on met les dominos, on recommence, on remet un autre domino un peu plus près, et je procède comme ça. Je sais généralement où je vais, plus ou moins, mais je ne sais pas si entre Bruxelles et Warem, je vais passer par telle ville ou par telle autre ville, quoi. Donc je sais où je vais, mais c'est la route qui diffère et que je dois essayer de maîtriser, quoi. On peut dire que c'est quand même un livre qui ne ressemble pas à du Amélie Nothomb en termes de grosseur, de taille en tout cas. Ben non, est-ce que tu n'as pas peur de faire peur à tes lecteurs? Par le nombre de pages? Oui. Ben, un Amélie Nothomb, ça se lit en... Je suis désolé, j'ai soif. Ben, ça se lit en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi, ce que j'aime bien, en tant que lecteur, hein, c'est que quelqu'un me prenne par la main et... alors, les gros lecteurs, ils vont traverser le truc en une nuit. Un peu comme dans le bouquin dure une nuit. Non, j'aime bien qu'une lecture m'accompagne, que ce ne soit pas terminé trop vite. Et je ne me suis pas rendu compte. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on raconte une histoire, il n'y a pas un nombre de pages qui s'inscrit directement dès le début. Bah, l'histoire que je raconte ici, elle fait dans le bouquin 380 pages. Le suivant, il fera peut-être 220, le troisième peut-être 400, j'en sais rien. Simplement, il y a une logique interne dans l'histoire. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Quand j'ai interviewé plein d'auteurs, ben notamment Amélie Nothomb, qui dit « Moi, je suis enceinte d'un livre, je ne contrôle rien, je mets un livre au monde comme un enfant, etc. » Bon, elle n'a pas d'enfant. Elle a que des livres. Mais je me disais, ouais, c'est de la langue de bois, c'est ci, c'est là. Il y a un truc réel, c'est que une fois qu'on lance l'histoire, il y a un truc qui vous échappe. Notamment le nombre de pages. Mais il y a aussi un truc qui vous échappe, c'est ce que vivent les personnages. Donc, c'est pas qu'on ne prend plus de décision en tant qu'auteur. C'est que les personnages vous font des propositions. Il y a parfois un personnage qui vous dira, tiens, si je mourais au chapitre suivant, ce serait sympa. Et on prend en considération sa proposition, puis on se dit non, tu vas encore rester quelques chapitres, mais je retiens ta proposition, tu mourras peut-être dans une 50aine ou 60aine de pages. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand l'histoire est lancée, il y a un truc qui vous échappe, quoi. Et j'espère que ça se passe aussi comme ça quand on lit un bouquin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lit consciemment un livre, et puis on rentre dans le bouquin, et on est dedans. On n'est plus seulement le lecteur qui tient le livre, on est dans l'histoire. Et il y a un truc qui vous échappe. Et donc, je trouve ça intéressant et assez drôle de retrouver cet état-là aussi quand on écrit. Et voilà, c'est un truc qu'on apprend quand on le fait, quoi. Sinon, voilà. Et dans ce roman-ci, est-ce qu'il y a un des personnages qui t'a justement
ému ou étonné? Eh bien oui, parce que j'en sauve à la fin, je dirais pas lesquels, mais il y en a qui sont sauvés de cette histoire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tous tes personnages sont insupportables, ils sont le président, c'est un type insupportable, le garde du corps aussi, tout l'entourage politique et tout, ce sont des gens qui s'intéressent qu'au pouvoir, c'est des gens qui ont des dents longues. Je dis oui, mais dans chaque personnage, il y a toujours un truc à sauver, quoi. Et le truc à sauver, c'est généralement ce qui s'est passé avant l'histoire. Là, ça dure 8-9 heures. Mais avant, ces gens ont eu une vie, ont eu des vies amoureuses, ils ont des regrets, des fantasmes, des remords parfois. Et c'est là-dedans que je trouve ce qu'ils ont d'humain. C'est-à-dire où chacun d'entre nous peut vraiment se projeter en se disant, ben oui, c'est vrai que cet homme-là, il a beau être à la tête d'un État, il a beau présenter des émissions, réaliser un film, être une star de cinéma, il y a des fêlures, et donc en tant qu'auteur, c'est très gai d'aller gratter là-dedans. Et oui, et de vouloir en sauver 2-3. Donc il y a 4 personnages qui sont sauvés à la fin. Et d'ailleurs, au départ, le premier jet du bouquin s'arrêtait avant l'épilogue. Il y a un épilogue où là, je me suis dit non, il faut que je sauve ceux-là parce qu'ils sont, je les aime bien, quoi. Ils peuvent pas finir comme je l'avais prévu au départ. Tu fais aussi un avant-propos sur les premières phrases. Oui. Est-ce que c'est réellement important? Est-ce que tu pourrais nous citer une première phrase d'un livre? Oui, tout le monde connaît la phrase de Proust, quoi. Longtemps, je me suis levé de bonheur. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des premières phrases qui sont connues dans le monde entier, alors que le monde entier n'a pas lu le bouquin. Je pense qu'une première phrase, c'est pas forcément qu'on la retient, c'est que quand on va ouvrir un bouquin, on va lire le 4e de couverture, et puis on va lire les premières phrases. Voilà, pour se donner un peu... c'est comme quand on va, je sais pas moi, dans un magasin de parfum, on prend pas directement on se met ça sur un petit bout de peau, on sent, puis on en essaye 2-3. C'est ça la première phrase. Bon, ici la première phrase, j'ai fait ce petit texte qui fait déjà partie du roman, parce que la première phrase que j'ai écrite, elle est un peu chaude, mais elle n'est ni accrocheuse, parce que le roman n'est pas du tout un roman chaud, elle n'est ni calculée, c'est simplement que c'est une première scène et que cette première phrase est venue assez facilement, quoi. Mais c'est vrai que la première phrase, il y a souvent un enjeu. On se dit souvent, oui, c'est vrai que la première phrase, c'est on ouvre la porte et on rentre ou on rentre pas, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des premières phrases qu'on retient sans avoir lu le bouquin, parce qu'on nous l'a appris à l'école. On reconnaît quand même des personnages vivants dans ton livre. Le président français, on sait tout de suite qui c'est. Le présentateur télé, on imagine bien aussi. Ouais. C'est une sorte de satire. Tu as voulu te venger d'eux. Ah non, j'ai rien contre eux. Quoique Sarkozy, j'ai rien pour non plus. Mais je me dis que comme il va sans doute revenir en 2017, ça fera une deuxième belle carrière pour mon bouquin. On va dire ça. Non. Je veux me venger de personne. Simplement, d'abord, ce sont tous des personnages qui veulent exister, quel que soit le domaine. Acteur, réalisateur, monsieur tout le monde, parce qu'il y a Vincent Magde, qui lui n'est ni dans la télé ni dans la politique, c'est juste un téléspectateur, un type qui... Voilà, ils veulent tous exister, et ce sont des gens qui... Voilà, quel que soit le domaine, on veut exister d'une manière ou d'une autre. On veut exister pour soi, parfois on veut exister sur les autres, en s'appuyant sur les autres, en marchant sur les autres. Et en fait, c'est tout ça. Il y a 2 coulisses que je montre dans ce bouquin qui sont des coulisses que je connais. Les coulisses de la télé et les coulisses de la politique, bien que je ne sois pas un journaliste politique. Mais j'en ai tellement fréquenté. Pendant 18 ans, j'ai présenté un journal tous les jours. Je faisais la partie culturelle, mais je les voyais défiler. Et donc, oui, j'en croise beaucoup, des gens de la politique. Et ce sont les coulisses, en fait, que je raconte. C'est les coulisses d'un tournage de film aussi. Et parce que y a ce que les gens voient à la télé tous les jours, la télé, la politique, le cinéma, et puis à l'envers du décor. Et ça, je trouve intéressant, l'envers du décor, parce qu'on voit à quel point, derrière le ministre et le journaliste qui se parlent pendant une demi-heure à la télé, il y a une foule de gens. Il y a du côté de la télé, il y a les attachés de presse, les directeurs, les rédacteurs en chef, les maquilleuses de la télé. Et derrière le politique, il y a les agents, les secrétaires, enfin, il y a tout le milieu politique aussi. Moi, quand je rencontre... Là, je reviens de Cannes, je rencontre un acteur. Il y a 50 personnes qui ont bossé sur cette rencontre qui va durer 10 minutes.
Et donc ça, les gens ne le savent pas toujours, et ne savent pas toujours combien c'est parfois difficile de casser les murs des intermédiaires, quoi. Voilà, donc c'est mieux d'aller dans un marché bio que d'aller au magasin bio, parce qu'il y a 10 intermédiaires entre le marché et le magasin. Et donc c'est ça que j'essaie de montrer un peu. Voilà. Tu as fait des études de criminologie aussi. Ouf. Comment est-ce que ça t'a aidé à écrire ton livre et deuxièmement, comment est-ce que tu en es arrivé à faire de la télévision? Ça ne m'a absolument pas aidé. Et ça n'a aucun rapport. Enfin, ici, il y a un rapport. C'est que l'image des études de criminaux, c'est de se dire, bon, le mec, il va terminer dans un commissariat de police en allumant un spot dans la figure d'un inculpé ou d'un type qu'on soupçonne d'un crime et lui poser des questions. C'est le seul point commun. Sur le plateau, il y a des spots et je pose des questions. Mais généralement, ce sont c'est pas des inculpés ou des gens qu'on soupçonne de crime. C'est le seul point commun. Non, j'ai fait 6 ans d'UNIF, 2 ans de droit, puis j'ai fait la criminaux, parce que le droit, ça me cassait les pieds, pour être poli. Et par contre, à l'UNIF, j'ai fait de la radio, j'ai fait du théâtre, et j'ai pas perdu mon temps à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'en rencontrant des gens à Radio Campus, puisqu'il s'agissait de Radio Campus, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler comme assistant de prod à Télé Bruxelles, qui est donc la télé locale de la région de Bruxelles. Et puis voilà, ça s'est fait de fil en aiguille, quoi. Mais rien à voir, je ne sais pas, les criminaux, c'est très loin derrière. Et quels sont tes goûts en matière littéraire? Alors, la littérature anglo-saxonne, James Ellroy, par exemple, Philippe Roth, par exemple. Ce que j'aime bien, c'est que par rapport à une certaine littérature francophone, c'est pas du tout une critique ce que je fais, ce que je dis maintenant, mais ce que j'aime bien dans la littérature anglo-saxonne, c'est que les personnages sont creusés, mais le vrai héros, c'est l'histoire. La vraie héroïne, c'est l'histoire. On raconte une histoire. Et c'est le tronc de l'arbre, quoi. Après, il y a les branches, ce sont les personnages. Et les branches plus petites que d'autres et plus grosses que d'autres. Mais ce qui est intéressant, et ce que j'aime bien dans la littérature anglo-saxonne, c'est qu'il y a d'abord l'histoire. Et grâce à l'histoire, et grâce à ce que les personnages font, comment ils agissent, on comprend comment ils sont. Et c'est pour ça que j'aime bien cette littérature-là. Et si le poseur de questions, Éric Russon, devait poser une question à Éric Russon, l'auteur, ce serait quoi? On me l'a faite celle-là il n'y a pas longtemps. Je me poserais la question de la légitimité. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place là, à répondre à des questions, à écrire un bouquin C'est une question que je me pose souvent, même en télé. Hein. J'ai pas fait d'études de journalisme, moi. Donc, très souvent, je me pose la question de savoir, mais est-ce que je suis à ma place? J'ai pas fait d'études de ça. J'ai plutôt appris mon métier en le faisant. Et donc, quand je débarque sur un plateau ou quand je me retrouve ici, je me dis, mais voilà, je suis heureux de le faire, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que je ne prends pas la place de quelqu'un d'autre? Voilà, c'est peut-être la seule question que je me poserais. Et qu'est-ce que l'auteur répondrait? Eh ben, je ne sais pas. C'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Et quels sont vos projets? Un deuxième roman? Terminer un deuxième. Et un deuxième qui est déjà écrit, le troisième. Je vais corriger tout ça pendant les vacances, mais je dois en terminer un pendant le juillet-août parce que j'ai pas le temps en dehors. Ce que je fais au quotidien me prend vraiment beaucoup de temps en termes de lecture, en termes de théâtre le soir, de voir des tas de choses. En même temps, c'est pas Germinal, hein, je me plains pas du tout. C'est pas la mine, c'est quand même, voilà, on est quand même privilégié. Mais c'est beaucoup de temps. Et moi, j'aime bien me replonger. Je pense pas du tout qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui est là, assis sur sa terrasse, avec un petit verre un petit apéro, et puis hop, à un moment donné, il y a un rayon de lumière qui va le frapper, et c'est parti. Non, je pense que l'inspiration, elle vient avec le mouvement des doigts sur le clavier, quoi. C'est à ce moment-là que ça arrive, que ça vient. Sinon, bon, donc il faut du temps pour ça. Il faut du temps pour se replonger dans l'histoire, pour avoir le temps de faire aller ses doigts sur son clavier, et puis les premières pages sont pas bonnes, et puis à un moment donné, hop, voilà, il y a un truc qui vous échappe, et on plonge dedans. Mais ça, il faut du temps, et donc oui, je terminerai ça pendant les vacances. Et
Si vous deviez retenir un invité durant ces 8 années de présentation, ce serait qui? Qui vous a vraiment marqué? À part Carlos Vaquera, je vois pas... Tu es venu plusieurs fois. Hein. Il est venu plusieurs fois. Un invité... Non, c'est impossible, parce que c'est comparer des pommes et des poires. Sans mauvais jeu de mots. Non, mais les gens sont tellement différents, c'est tellement riche. Moi, je suis à l'école tous les jours, moi. J'apprends tellement de choses. On me dit, mais ça fait tellement longtemps que... Cette année, ça fait 25 ans que je fais ce métier. On me dit, mais qu'est-ce que tu trouves encore comme plaisir? Mais le plaisir, c'est de croiser des gens tellement différents. Parfois même, on les connaît tellement qu'ils ne deviennent pas amis, mais voilà, il y a des affinités qui se font, qui se créent. Mais entre des gens qui font du théâtre, des gens qui font de la littérature, c'est tellement différent. Non, je pense que c'est la rencontre qui est belle et qui est rarement décevante. J'ai rarement été déçu par des gens. Alors oui, c'est un métier qui nous permet d'approcher des gens qui, qu'on ne croise pas d'habitude, quoi, des vedettes, quoi, et c'est pas forcément eux qui vous laissent le plus grand souvenir, mais c'est impossible à répondre à cette question-là parce que c'est 25 ans de souvenirs, c'est 25 ans, et puis c'est quand on recroise les gens après, c'est tout ce qu'on a vécu avant qui reviennent, quoi. C'est comme si on avait vécu des choses ensemble, même si c'est des petits bouts de rencontres qui durent 10 minutes, un quart d'heure ou 1 heure, quoi. Vous avez des questions? Vous avez relu votre premier livre? C'est pas le premier, en fait. Non, tout comme j'ai pas envie de me revoir à la télé, ou quand je faisais de la radio, j'ai pas envie de m'écouter à la radio. C'est très compliqué d'être confronté à sa propre image, quoi. Pas seulement le matin quand on se lève et qu'on a un peu... Mais bon, voilà, j'ai une télé comme tout le monde et parfois mon ami zappe sur la chaîne et puis je vais dans la cuisine parce que c'est... voilà, j'aime pas parce qu'on voit que les défauts, quoi. J'aime bien regarder d'autres gens à la télé. Mais quand on se voit, on ne voit que ce qui n'a pas été. Quand on se relit, on ne voit que... Et quand on lit un James Ellroy et quand on essaie de recommencer à écrire, on se dit, bon, ok, on ferme l'ordinateur, c'est bon, quoi. On passe à autre chose, on va faire un peu de cuisine. Bon. Mais être confronté à soi... Alors, il y a quelque chose qui est gai, c'est le moment présent. Le moment de faire l'émission. C'est un pied d'enfer. De faire une émission de télé ou de radio, d'ailleurs. Le moment de l'écriture, c'est un moment génial. Après, il faut corriger, c'est déjà un peu plus fastidieux. Et puis il y a tout ça, et puis il y a ces moments magiques-là aussi qui comptent et qui sont très bien. Mais se replonger dans la lecture, on voit que ce qui ne va pas. C'est un bouquin que j'ai écrit j'ai terminé il y a 3 ans, 4 ans. Puis on a corrigé avec Barbara Abel. Et puis je l'ai forcément corrigé aussi avec Eric, parce qu'il y avait encore des fautes, c'était terrible. On s'en rend pas compte d'ailleurs, à quel point, hein. C'est vrai, on a le correcteur qui est là. Pouf, c'était terrible, quoi. Enfin bref, des coquilles partout. Des coquilles. Et il y en a encore. Je te remercie. Non, c'est vrai. Mais vraiment, prendre la distance, l'ouvrir, comme si c'était le livre de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Parce qu'on a déjà 4 ans de plus et qu'on a évolué et que, voilà. Il y a des gens qui ont cru me faire plaisir. C'était les 20 ans ou les 25 ans de Télé Bruxelles, je ne sais plus. Ils ont voulu me faire plaisir en me remontrant des images fin des années 80. J'ai failli être malade. J'étais pas bien. J'aurais dit ça me fait très plaisir et c'était le plus gros mensonge de la Terre, quoi. Comment est-ce que ça vous vient l'idée de vouloir écrire? L'envie d'écrire, c'est une envie comme ça dans l'absolu. C'est un truc qui est plus fort que vous. Alors, si la question c'est comment vous vient l'idée d'un livre, je ne sais pas. Celui-là, le tout premier truc, c'était un entrefilet dans la presse écrite. Un truc très important, qui faisait la une, non je rigole. C'était un tout petit machin dans les faits divers, qui relatait l'histoire de 2 amoureux suédois ou
norvégien, je ne sais plus quoi, qui avait passé une demi-journée, donc ils s'étaient embrassés sur un banc. Truc à ne pas faire quand on a des appareils dentaires. Et ils étaient, parce que la salive a un petit peu gelé, et ils sont restés coincés comme ça pendant une demi-journée. Et donc, je me suis imaginé, non pas cette situation-là, qu'on décrivait dans l'article, mais le fait qu'ils doivent se lever, se décoller du banc, j'espère qu'ils ne se étaient pas collés non plus, après. Donc se décoller du banc, et puis aller chercher de l'aide, quoi, comme ça, comme les amoureux de Péné, là, mais collés. Et espèce d'humiliation, et c'est cruel, mais généralement, quand quelqu'un glisse en rue, voilà, c'est la nature humaine, ça. Et donc c'est le premier truc, je me suis dit, bon, je vais pas les coller là, je vais les coller ailleurs, un peu plus bas. Mais c'était le déclencheur. Après, les choses s'enchaînent. On se dit, mais tiens, imaginons un couple qui fait l'amour, qui reste coincé. Quel est l'événement qui pourrait les plonger dans un degré d'humiliation atomique? D'être filmé. Et donc du coup, boum, la télévision arrive. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une émission de télé dérape et arrive dans un appartement où ce couple-là est en train de faire l'amour? Et voilà, c'est des dominos. Et une fois que j'ai la situation de départ, après on y va, quoi. Et après, c'est comme dans les montagnes russes. Oui, mais cette idée de vouloir écrire, ça a toujours été là? Oui, déjà à l'UNIF, j'écrivais. Et on écrit tout le temps, enfin, je veux dire, même quand on fait de la télé, le journalisme, c'est l'écriture. Qu'on écrive pour la presse écrite, pour la radio, pour la télé, voilà, on écrit tout le temps. C'est tout le temps, on est tout le temps avec un stylo, un crayon ou sur un ordinateur, parce que l'écriture, elle est présente tout le temps. Et l'écriture romanesque, c'est autre chose, évidemment. Mais les deux se nourrissent. C'est-à-dire que quand on écrit pour le moustique, par exemple, j'écris un peu pour le moustique. Pour le moustique, on me dit, tu fais 900 signes, avec les espaces. Ça veut dire que c'est pas grand-chose pour dire ce qu'on a pensé d'une pièce de théâtre, par exemple. Donc là, il faut essayer de trouver un style et d'aller à l'essentiel. En même temps, dans un roman, on vous demande de raconter une histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en passant de l'un à l'autre, on se dit, tiens, mais dans un roman, c'est bien aussi d'aller à l'essentiel. Et de se concentrer vraiment sur ce qu'on a à dire. Parce que parfois, on fait ou bien des longues phrases, ou bien des détours, etc. C'est aller vraiment à l'essentiel. Et à l'inverse, il faut aussi raconter des histoires quand on est journaliste. Et si vous regardez des films américains qui se passent dans le milieu du journalisme, généralement le rédacteur en chef, je me souviens d'un film avec Clint Eastwood comme ça, qui était journaliste, et il a un sujet. Ici on dit, vous avez un sujet pour faire un article. Là ils disent pas un sujet, ils disent a story, une histoire. Et donc ça veut dire que le journaliste, il va s'emparer d'un fait divers, d'un truc qui se passe dans un tribunal ou je sais pas quoi, et il va raconter une histoire. Peut-être qu'il va juste faire un article, hein, mais juste dans les mots, c'est une histoire. Donc le journaliste, il doit aller à l'essentiel, mais il doit aussi raconter une histoire. Et donc en passant de l'un à l'autre comme ça, les deux se nourrissent finalement.